Hello, hello, hello tout le monde, je vous laisse arriver tranquille. On va attendre également Bérangère qui sera avec moi aujourd'hui en live. Et dans ce live, on va vous parler de réussir son chemin d'incarnation. C'est un live qui s'inscrit dans l'expérience sécurité intérieure qui a commencé fin octobre. Et Bérangère fait partie des personnes qui interviendront en atelier dans cette expérience. Donc vous ne pouvez plus accéder à l'expérience, mais vous pourrez accéder à l'atelier tout seul. Je vais créer un lien que je partagerai dans mon profil après le 15, puisque demain soir, 15 décembre, non, c'est aujourd'hui, 15 décembre déjà. Aujourd'hui, c'est Anita Rossier qui intervient. J'accepte juste. Aujourd'hui, 15 décembre, c'est Anita Rossier donc, qui intervient en atelier ce soir. Je vois qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà pris l'atelier. Vous pouvez encore rejoindre l'atelier ou accéder au replay. Le lien est dans ma vidéo. Ce soir, l'atelier sera sur la spiritualité au service du sens. Comment renouer avec sa foi, avec sa spiritualité pour retrouver du sens et de la sécurité intérieure. Le lien avec les troubles alimentaires est très très fort. On en parle dans le live qu'on a fait avec Anita Rossier. Ce live est disponible en replay sur mon profil Instagram. Il est également sur Facebook, sur YouTube. Et donc, dans l'atelier de ce soir, Anita va faire une partie un petit peu présentation générale, mais aussi une partie pratique où elle va nous donner vraiment des clés d'accès concret à nos guides, à plus grand que nous. Elle va montrer comment faire. Et puis, si vous avez le replay, vous pourrez accéder à l'atelier pratique. Alors, je vois que la demande de Bérangère a un peu ramé. Bérangère ne peut pas se joindre. Donc, on retombe dans les mêmes difficultés là qu'avec Anita. Ah, voilà. Salut Ok, ça Bérangère. marche. Coucou. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Oui, ça va. Je vois que toi aussi, t'es bien emmitouflée. Oui, 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 absolument. Yes. Merci d'être là. C'est cool. Je Avec suis contente. plaisir. Merci Ouais, trop pour bien. ton invitation. Merci d'être là. Bérangère, donc tu fais partie des personnes qui interviennent dans l'atelier sécurité intérieure. Toi, ton thème, c'est réussir son chemin d'incarnation. Ouais. Et vraiment brièvement, peut-être je vais juste un petit peu rappeler pourquoi on parle de ça dans un atelier sur la sécurité intérieure et puis pourquoi il y a un lien très fort avec les addictions et notamment les troubles alimentaires. Donc, dans l'expérience sécurité intérieure, on a abordé plein de thèmes, des thèmes plus biologiques avec le système nerveux, par exemple, comment réguler son système nerveux. On a ce soir, comme je le disais, Anita Rossier qui vient, qui est une thérapeute médium également, spécialiste de la haute sensibilité et qui va nous parler de spiritualité. Et donc, ça fait partie un peu du même thème dans lequel toi, tu interviens. Ce thème, c'est faire la connaissance de soi et se connecter à plus grand que soi. Donc, on a un petit peu échangé toutes les deux déjà en amont et l'idée, c'est vraiment d'apporter des clés à toutes les questions qu'on peut se poser quand on se sent en grande insécurité dans la vie. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi c'est si difficile? Quelle est, entre guillemets, ma mission? Parce qu'on parle beaucoup de mission. Et en fait, quand on est très aux prises à ces questions, on peut vraiment avoir la sensation que on a loupé un truc, quoi, il y a quelque chose d'injuste. Je sais pas pourquoi je suis là, pourquoi j'ai des conditions de vie aussi compliquées, pourquoi moi je connais les troubles alimentaires alors que d'autres ont l'air de se débrouiller tellement mieux que moi. Et donc c'est vraiment à la fois pour ton côté thérapeute, coach que je t'ai sollicité, mais aussi pour la médiumnité parce que a priori c'est une voie d'accès à soi et à plus grand que soi qui donne aussi des réponses, en tout cas des messages sur cette expérience d'incarnation. Ouais. Voilà un peu pour les grandes lignes. Je sais pas si tu as envie de... Alors, ici, je sais qu'il y a certaines des personnes qui me suivent, qui te suivent également, qui te connaissent. Je sais pas si tu as un petit peu envie de parler de toi, de ce que tu fais, et puis de... Voilà, qu'est-ce que tu viens faire dans l'expérience, du coup. Qu'est-ce que je viens faire? C'est une grande question, hein. Ouais, parce que c'est une question générale aussi. Moi, ça fait 10 ans que je suis thérapeute, médium et coach. J'utilise les techniques des neurosciences pour aider à intégrer aussi les choses. Et tout ça se réunit quand même très très bien, aussi bien la médiumnité que la thérapie que le coaching.
et permet justement d'avoir des énergies différentes et puis d'amener d'autres compréhensions, d'autres perceptions aussi pour avancer en fonction des différentes problématiques. Alors c'est vrai que moi j'ai vraiment axé sur le chemin de l'âme, sur la lecture akashique par exemple, notamment d'aller voir les vies, les vies simultanées, ces autres vies où il peut y avoir eu des blocages qu'on a ramenés dans cette incarnation-là. Et donc, ça amène une autre compréhension, une espèce, on a tendance à dire une compréhension supérieure qui n'a absolument rien de supérieur. D'ailleurs, quand on y regarde bien, c'est une compréhension supplémentaire, c'est-à-dire que ça vient amener parfois des réponses à qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, où est-ce que j'ai envie d'aller, comment j'apprends à m'écouter, comment est-ce que j'apprends à écouter ce corps qui est mon instrument d'incarnation et comment j'avance dans la vie avec ce corps. Et si je l'écoute bien, il m'apporte des messages qui sont à la fois des messages très matériels, parce que ça parle de fonctionnement, mais qui sont aussi des messages spirituels pour aider. Le corps ne fonctionne pas sans la conscience, en fait. Et pour moi, la conscience ne fonctionne pas sans l'âme. Donc, le corps ne fonctionne pas sans l'âme. Notre vaisseau de matérialité, on est incarné. On est incarné. On est mis dans la chair. Donc, l'âme, c'est vraiment le pilote, d'une certaine façon, pour mouvoir ce corps, faire l'expérience de cette matérialité. C'est passionnant de le voir comme ça parce que c'est grâce à ce corps qu'on vit des expériences, positives ou négatives. Je n'ai pas de jugement sur le côté agréable ou désagréable, mais effectivement, quand on est désaxé, désaligné de cette mission, de cette compréhension profonde de qui l'on est, de qui nous sommes, on a tendance à développer des choses assez difficiles. Moi-même, par exemple, il y a 2 ans de ça, et j'en suis pas encore complètement sortie, j'ai développé un conflit avec mes enfants. Et ce conflit-là, c'est bien un désalignement sur quelque chose qui doit être remis, qui autant que possible va se remettre. Et quand on réaligne, eh bien, la guérison s'opère en fait presque naturellement d'une certaine manière. Donc pour moi, il y a 2 facettes. Il y a effectivement toute la partie physique où il est essentiel de prendre soin de soi, d'être attentif et d'être en amour avec le corps pour le protéger, pour l'amener à vivre sereinement. Et toute la partie mentale, spirituelle, qui vient aligner l'énergie du corps et aider au processus de guérison. Alors, on a choisi de parler de cette notion d'incarnation. Je crois qu'elle est vraiment centrale pour les personnes qui sont dans les troubles alimentaires. Et il y aurait 2 aspects en fait à ce conflit d'incarnation ou cette difficulté d'accepter son incarnation. Il y aurait un aspect vraiment lié au corps et un aspect qui serait lié au chemin de vie. L'aspect lié au corps, ça j'en parle souvent, ça va être une sorte de nostalgie de l'âme, de la lumière, une sorte d'envie d'être dans la pureté absolue, de considérer toutes les fonctions corporelles terrestres comme encombrantes ou sales ou dérangeantes, comme la digestion. Et quand on est dans les troubles alimentaires, en fait, on est dans ce paradoxe où à la fois on voudrait être une espèce d'entité éthérée complètement libre de la densité de la matière, donc qui n'a pas à passer par ces processus de digestion, et en même temps, c'est de cette manière-là qu'on montre que l'organisme montre qu'il y a un conflit d'incarnation par le fait de manger beaucoup de nourriture en peu de temps, le fait de vomir, le fait de trouver des moyens pour éliminer. Donc c'est aussi cette dialectique du plein et du vide. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très important. Ça renvoie aussi pour moi ça fait un pont entre les deux, cette difficulté à être dans ce plan un peu, on va dire, newtonien, avec la gravité, la densité, où il y a un décalage entre ce que je voudrais être, ce que je voudrais faire dans mes pensées, et puis le fait de devoir concrétiser, qui va prendre du temps, de l'énergie, de la lourdeur. Donc ça peut être quelque chose de très inconfortable à vivre, plus que pour d'autres personnes qui développent pas de troubles alimentaires. Et puis le deuxième aspect, qui est celui dont on va peut-être plus parler ensemble, je sais pas, le 22 au soir, quand tu viendras à l'atelier, c'est aussi vraiment cet aspect, qu'est-ce que je fais ici ?
Qu'est-ce que je suis censée faire de moi? Comment je suis censée vivre ma vie? Comment je suis censée mener ce truc-là? Avec cette dimension un peu, pourquoi pour moi c'est si compliqué? Pourquoi moi je vis des troubles alimentaires? Pourquoi moi j'ai pas des conditions de vie plus faciles? Et moi par exemple, j'ai eu très tôt l'intuition quand j'étais petite que il y avait forcément une raison à tout ce que je vivais. Je me disais, j'ai forcément choisi ça parce que ça peut pas faire de sens autrement. Il y a forcément une partie de moi qui m'a proposé de vivre cette expérience comme ça. Et ensuite, plus tard, en fait, assez récemment, quand j'ai rencontré les travaux de différentes personnes, dont les tiens, c'est comme si ça mettait vraiment des mots là-dessus. Ok, en fait, il est vraisemblable que j'ai oublié que avant de m'incarner, j'ai choisi les modalités d'incarnation. Et donc, un des enjeux, quand on est dans le trouble alimentaire, ça va être de se remettre sur ses rails et d'accepter que, bah, voilà mon chemin, voilà où j'en suis, et il y a du sens, en fait, derrière. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'en ai. Ouais, je partage tout à fait ta vision, ces deux aspects entre l'aspect très corporel. Alors moi, quand je dis que c'est un aspect mental, c'est-à-dire que le refus, pour moi, le refus d'incarnation ne vient pas du tout de l'âme, elle vient du mental qui Mm, refuse sa propre condition parce qu'il est dans la souffrance. mm, L'âme, il n'y a personne là-haut assis sur un nuage qui décide de qui s'incarne et qui ne s'incarne pas, et qui décide que même si tu n'as pas envie de t'incarner, tu sais quoi, mon chouchou, je t'attrape, je te pousse dans le corps et démerde-toi. Et ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. L'âme, lorsqu'elle choisit de s'incarner, d'abord, il y a une volonté profonde de vivre cette expérience qui pour elle est une expérience magnifique, fabuleuse, extraordinaire, pleine de potentialités et de richesses. L'âme n'a pas de jugement sur ce qu'elle va vivre, donc bien, mal, agréable, désagréable, pour elle c'est de l'expérience. Mais surtout ce qui est très important de rappeler, je pense, à mon sens, c'est que l'âme aime passionnément, profondément le corps qu'elle va incarner. C'est comme quand nous, on craque sur un pull ou sur une robe. Quand on la met, on n'a pas envie de l'abîmer, on n'a pas envie, voilà, on a vraiment envie d'en prendre soin. Donc, on va la laver à la main, on va, voilà. Et pour l'âme, c'est ça. Donc, l'âme ne s'incarne pas en se disant, tiens, je vais aller me mettre dans la boue. Je vais aller me mettre dans un espèce de petit truc fragile. Le corps nous paraît fragile, nous paraît sale. Il est loin d'être fragile. Chaque partie du corps est faite pour vivre éternellement. Tous nos organes se régénèrent. Le foie met 6 mois à se régénérer totalement quand on est pleinement aligné et pleinement en conscience avec son corps. Le cerveau, toutes les cellules du cerveau se régénèrent tous les 2 ans. On a un système comme ça dans notre corps où chaque organe du corps se régénère. On s'est rendu compte sur certaines études qu'on ne vivait pas assez longtemps pour avoir une troisième rangée de dents, mais qu'elle était prête à sortir. Donc en fait, on fabrique tout ce dont on a besoin pour mm, vivre parfaitement bien. Et c'est lorsqu'il y a cette acceptation de l'âme en soi, et c'est pas accepter le corps, c'est accepter l'âme. Le corps doit accepter l'âme, le mental. Et c'est notre vision à nous qui est parfaitement humaine, qui est parfaitement égotique, même j'aurais envie de dire, parce qu'il y a de l'ego là-dedans, qui refuse de se dire, de voir la beauté de l'institution, la beauté de l'être humain, la beauté du corps. Et donc on mm. place. Alors ça se comprend, hein, ça se comprend quand on voit l'évolution des sociétés humaines, les guerres, la souffrance. On peut aller dans le fond du truc, hein, les odeurs que l'on peut diffuser en tant que corps humain, etc. Un corps humain n'est pas censé diffuser d'odeurs nauséabondes à aucun moment. Aucun. C'est pareil, ça vient d'une certaine manière d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise gestion émotionnelle, hein, parce qu'on sait que, par exemple, émotionnellement, quand on est très stressé, on ne diffuse pas du tout la même odeur dans la transpiration que quand on est parfaitement calme, même si on peut transpirer. Donc, tout ça, c'est aussi un désalignement. Il y a, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit ce livre, j'ai mangé son nom, je suis désolée, qui a écrit Message des hommes vrais au peuple mutant, qui est cette journaliste américaine qui est allée
au sein des peuples premiers en Australie et qui a partagé pendant un mois leur vie. Et elle explique à un moment que elle transpire, elle pue et qu'en fait, eux ne se lavent jamais. Les mouches viennent les nettoyer en fait. Et que dans leur façon de vivre, il n'y a aucune odeur, mais qu'à un moment, ils sont, eux, tellement dérangés par l'odeur qu'elle diffuse, qui est en train de finalement d'éliminer tout un tas de toxines, qu'ils lui disent, bon, va te laver, quoi. Va dans l'eau, va te laver, fais quelque chose, frotte-toi, c'est plus possible. Donc, et ça, c'est une vision qui s'ancre en nous dans notre interprétation mentale. Donc effectivement, je te rejoins là-dessus, il y a ce refus d'accepter notre condition, d'accepter la souffrance, d'accepter... On vit quand même dans une société qui veut vivre éternellement, qui se prend pour Dieu au niveau de la science ou de la médecine et qui refuse la souffrance. Dès qu'on a un petit mal de tête, on a caché, dès que voilà, on cache le bobo. Donc il y a bien un rejet finalement de l'auto-guérison corporelle d'une certaine manière. Et ça, c'est dans notre inconscient collectif aussi. Donc il y a cette part-là. Et puis, comme tu le disais, il y a aussi la mission d'âme où on cherche à comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi j'ai choisi ça, et ce contrat d'incarnation qui est difficile à comprendre parce que le contrat d'incarnation, si on doit à schématiser déjà, c'est compliqué. Donc, je passe mon temps à essayer de décortiquer sur toutes les vidéos que je peux faire et tous les stages et toutes les formations que je peux faire, à décortiquer cette notion-là, puisque dans l'univers, on n'a pas de temps, tout se joue en même temps et finalement, si on devait sortir un fil de la pelote de laine pour y mettre une notion de temps, notre choix d'incarnation sur cette vie-là, sur ta vie à toi en tant que chat, sur ma vie à moi en tant que bergère, eh bien, ça a été décidé au tout début, où je me suis dit, tiens, je vais m'extraire de la source et je vais vivre ça, et aujourd'hui, j'en suis ici, au milieu peut-être, et j'ai encore beaucoup à faire. Donc, on a du mal à comprendre que lorsqu'on choisit, lorsqu'on arrive incarné avec une expérience, qui notamment là pour le coup est une expérience d'addiction ou de problématique au niveau alimentaire, eh bien en fait, je suis à ce stade-là de l'expérimentation, mais dans d'autres vies, j'expérimente les autres facettes. Et ma conscience aujourd'hui est placée ici parce que c'est ici que j'ai tous les outils pour comprendre, avancer, évoluer et en sortir. Sinon, j'aurais ma conscience ailleurs. Donc, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être un peu étrange de dire ça comme ça, mais j'ai envie de dire, si finalement vous êtes confronté à cette difficulté-là, c'est que vous avez en vous la totalité des ressources pour permettre l'expérimentation et sortir de cette expérimentation d'une certaine façon, de manière un peu glorieuse, on va dire, bien, et parce que vous êtes la personne la mieux placée pour remonter à la conscience et à l'âme cette expérience dans sa globalité. Et finalement, c'est quelque part plus intéressant de le regarder comme ça que de le regarder en mode victime. Mais pourquoi univers, tu me fais vivre ça? Parce que quand on dit mais pourquoi univers, tu me fais vivre ça? Et même quand on dit mais pourquoi j'ai choisi ça? Eh bien on met l'âme à l'extérieur de soi alors que je suis. J'ai oublié que j'avais fait ce choix, mais je suis ce choix. Et si je suis ce choix, c'est que je me suis fait assez confiance pour le vivre, le comprendre, le transpercer, le traverser, c'est-à-dire passer à travers et en sortir plus fort. Et plus fort veut dire pas seulement avoir compris comment je fonctionnais et qui j'étais, mais en plus de ça, être capable
d'accompagner sur mon chemin ceux qui seront confrontés à la même problématique que moi. Donc il y a à la fois la mission de me transcender, me voir à travers mes propres yeux, et aider d'autres à se transcender eux-mêmes. Et c'est pas parce que je suis dedans, écrasée par ce poids de la difficulté, que je ne peux pas déjà aider d'autres à se transcender, parce que de là où je suis, j'ai déjà dépassé certaines choses et je peux apporter à ceux qui n'ont pas encore dépassé ces choses-là. Donc, le fait de vivre ça, c'est déjà la mission personnelle et extérieure. Je peux déjà le voir comme étant une mission pour moi et pour lui, ce qui change complètement la vision de ce que je suis en train de vivre. Ça ne retire pas la difficulté émotionnelle dans laquelle je suis lorsque je suis aux prises avec tout ça. Ça ne retire pas les souffrances physiques que je peux vivre par rapport à ça. Il va falloir aussi que je transcende ça. Mais ça me permet d'être plus en amour et en compassion avec moi-même, et non plus en rejet avec le corps et ce que je suis en train de vivre et qui je suis. Il y a une chose qui me vient aussi quand je t'écoute là. Je vais essayer d'être la plus claire possible. Ce serait comme si on avait, quand je parle de conflit d'incarnation, ce que je peux voir souvent chez les personnes avec qui je travaille, mais aussi chez moi, j'ai pu beaucoup l'observer, et je pense que c'est encore un peu là quand même. C'est comme une envie de vivre une vie qui est pas la nôtre, et de vivre, de multiplier le nombre d'expériences. Alors ça va prendre une forme concrètement, ça va être par exemple, je voudrais tu vois, je sais pas comment dire. Par exemple, j'ai des personnes qui vont dire, bah moi, ce que je voudrais, c'est voyager tout le temps, et en même temps, je voudrais avoir une famille, et en même temps, je voudrais trouver un endroit qui me plaît, et en même temps, je voudrais trouver un job dans lequel je suis épanouie. Et je dis pas que tout ça n'est pas possible en même temps, hein, c'est pas l'idée, mais il y a comme une idée de vouloir vivre en même temps plusieurs vies. Et d'ailleurs, souvent, mes clientes sont des personnes à qui on dit, t'as combien de vies, toi? J'ai l'impression que tu vois, moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, parce que j'ai multiplié le nombre d'expériences en essayant à chaque fois de coller à une représentation d'une certaine forme de vie. Et en fait, c'est comme s'il y avait une difficulté à accepter que là, je tire ce fil-là, comme si je reprends ton image, je suis sur ces rails-là, et je peux pas être à la fois sur ces rails et sur ces rails et sur les autres et sur les autres. Et il y a comme une difficulté à renoncer à une certaine idée de ce que devrait être ma vie, à renoncer à d'autres potentialités pour juste pleinement accepter ce que je suis en train de vivre là, qui est peut-être pas l'expérience la plus agréable, ou peut-être je m'imagine qu'il y a d'autres formes d'expérience qui seraient plus agréables pour moi. Tu vois, il y a comme une difficulté que je peux voir à choisir, à choisir d'accepter que bah, c'est mon chemin, c'est là. Voilà, exactement là où j'en suis. Et je voudrais parfois multiplier, un peu comme dans un monde quantique. Je voudrais pouvoir tirer toutes les pelotes en même temps et vivre toutes ces vies en même temps. Je sais pas si c'est très clair, je le sens très fort, mais j'ai un peu du mal à le nommer, en fait. Ce serait un peu comme un désir de s'extraire de Ouais, soi, en fait, et de sa propre réalité. exactement. Et ça, effectivement, il y a quand tu es vraiment en prise avec la souffrance, tu n'as qu'une envie, c'est de t'extraire de cette souffrance, et tu t'imagines vouloir autre chose qui est. Et c'est très, très difficile d'accepter ce qui est là maintenant. Et en même temps, j'ai envie de dire, euh, tu es focalisé sur ce que tu es en train de vivre dans ta souffrance, alors que tu n'es pas que cela. Mhm, C'est-à-dire que notre mhm, cerveau a tendance à ne voir que les 10% sur lesquels on focalise, et on oublie de regarder tout le reste du champ de vision. Et c'est génial parce que ça peut être un outil extraordinaire pour faire n'importe quoi, d'avoir cette focalisation à 10%, mais ça t'empêche de décaler ta vision sur 10 autres pourcents qui pourraient être nourrissants, tout en continuant de vivre ce que tu as traversé. mhm, C'est-à-dire que on a tendance à se définir sur ce qui est le plus présent en ce moment. mhm.
Et donc, de dire, bah voilà, j'ai cette difficulté, je ne suis pas capable d'être, je sais pas, d'avoir un corps sain, tu vois, parce que je suis... Et en fait, je suis en train de focaliser sur ma souffrance et de faire de cette souffrance la définition de mon propre corps, alors que mon corps, c'est aussi beaucoup d'amour émotionnel pour mes enfants en même temps. C'est aussi la capacité à peut-être aller marcher parce que j'aime aller marcher. Et ça, c'est mettre quelque chose de sain dans mon corps, c'est prendre soin du corps, même si à côté, le trouble alimentaire ne va pas prendre soin du corps. Mais je ne suis pas que ça. Mhm. Et Mhm. je crois que c'est important de dire, OK, il y a cette problématique sur le chemin et tu Mhm. aurais envie de t'extraire de cette problématique par des grands trucs. Mhm. Alors Mhm. que à plein de moments dans ta journée, tu t'en extrais. Quand tu fais une promenade avec ton chien, un câlin à ton enfant, que tu fais l'amour avec ton compagnon, t'es plus dans ton trouble alimentaire, t'es plus dans ta souffrance. Tu as cette bulle de bonheur, de douceur, de plaisir, et ça, c'est occulté parce que la souffrance prend toute la place. Et pourtant, tu es aussi amour, joie, rire, douceur, plaisir, tu es aussi ça. Mhm. Mhm. Mais toi, tu focalises que sur, et tu lui mets finalement une imprégnation plus forte, alors que tu pourrais rééquilibrer les choses. Mhm. Mais nous sommes des êtres très duels, donc nous avons cette volonté de, c'est tout noir, tout blanc. On a du Mhm. mal à mettre, et puis je pense qu'on n'a pas des troubles alimentaires si on n'est pas tout le temps à poser des questions, à se remettre en question. Voilà, je pense qu'il y a un côté euh, 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 ouais, au niveau psychologique, je pense que peut-être qu'il peut y avoir du TDAH dedans, mais peut-être qu'il peut y avoir aussi du HP, du HPI, du HPE, une hypersensibilité. Voilà. Et donc, avec tout ça, il y a une hyperactivité neuronale euh, qui, qui est que, ben, oui, on veut vite, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite, et différent. Absolument différent. Et on le sait, hein, les HP, les TDAH, c'est noir, c'est blanc, c'est comme ça ou comme ça. Et c'est difficile de remettre de l'équilibre et de la mesure. Et c'est là où, finalement, l'âme peut intervenir. Parce que à ce moment-là, l'âme peut être la ressource d'acceptation et et de temporisation. Mhm. Mhm. Tu vois, j'entends que, en fait, en tout cas, c'est ma vision des choses. Euh, donc, effectivement, moi, je constate que les personnes sujettes aux troubles alimentaires, en tout cas, toutes celles avec lesquelles je travaille, ont un profil neuroatypique, au moins de la haute sensibilité, voire du HP, du TDA, spectre autistique, mais en tout cas, s'inscrivent dans ce continuum-là de la neuroatypie. Et ce sont donc des profils très cérébrés, je m'inclus dedans. Très cérébrés, ça ne veut pas dire seulement très intelligent, ça veut dire aussi qui utilisent le mental pour essayer de décrypter le monde dans lequel on vit. Et effectivement, c'est une impasse parce que le mental, il y a un tas de choses qui sont pas accessibles à sa compréhension, et notamment le paradoxe dans lequel on s'inscrit, puisque le mental, comme tu dis, veut choisir un camp. Sauf que tout est paradoxe, tout est équilibre ou dualité sans l'être, puisque les deux coexistent en fait dans tout. Et il y a aussi en même temps cette capacité à percevoir des choses de manière plus intuitive, plus vibratoire, mais souvent au début du processus, un rejet de ça, comme si c'était pas valable, comme si la voie noble, c'était le cognitif, c'était la logique. Mm. Et donc, une partie du processus pour moi de libération de l'obsession, c'est vraiment aussi de... Attends, ça c'est quoi ça? Ouais, je voudrais juste... Attends, voilà. Euh, une partie du processus, c'est vraiment aussi de remettre le mental à sa juste place. Ça, on en a beaucoup parlé avec Sarah Fishman quand elle est intervenue là. Le remettre à sa place d'outil. Moi, je dis souvent, le mental, c'est comme le secrétaire qui se prend pour le PDG quand on est dans la souffrance, quoi. Non, le remettre à sa place d'exécutant. Il est un excellent exécutant quand il est nourri par l'âme. Euh, donc ça, c'est une chose déjà. Et en fait,
qu'est-ce que je voulais dire? Attends, c'était important, mais ça m'échappe. Euh, alors, je disais quoi? Il y a cette idée de super mentalisation. C'est fou parce que ça m'échappe alors que vraiment, j'étais sur un truc important. De super mentalisation, tu parlais des profils neuroatypiques. Écoute, je sais plus, mais ça va peut-être me revenir. Ça va Là où je te probablement me revenir. rejoins, en attendant que ça revienne, là où je te rejoins vraiment, c'est que effectivement, lorsque l'âme et le mental fonctionnent ensemble, on a une équipe géniale. On a une équipe de choc. J'appelle ça l'équipe au sol et l'équipe céleste. Et quand on a ces deux équipes qui marchent main dans la main, c'est impressionnant la vitesse à laquelle on peut se transformer, les actions lumineuses qu'on peut mettre en place et les prises de conscience qui arrivent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Le mental, tu parlais du secrétaire qui se prend pour le PDG, mais c'est tellement ça en fait. C'est tellement ça. Et avec ce côté en plus de ça, je connais, donc je continue parce que tout le reste que je ne connais pas est dangereux, est mourable. Je peux mourir en fait si jamais je sors de ce schéma-là. Et même si ce schéma me fait du mal, j'appartiens à un clan. Et le mental a vraiment besoin, l'être humain, hein, même dans le corps, on a besoin d'appartenir. On a ce côté clanique qui est réveillé par toute la partie animale intérieure, hein, tout ce qui va être de l'ordre de la cellule, parce que le règne animal à l'intérieur du corps humain, c'est tout ce qui est au niveau cellulaire, au niveau du sang, au niveau globulaire, et qui est la circulation et la transmission. Donc effectivement, j'aurais envie de dire, au niveau cellulaire, on est fait pour ne pas évoluer. Et le souci, c'est que quand une habitude a été ancrée et que le mental résiste à la faire évoluer par peur de ce qu'il ne connaît pas, ça devient problématique. Et c'est là où ramener l'âme va ramener de la lumière et va permettre aussi une autre vision, une autre compréhension. Tu retrouves. Oui, oui, j'ai noté parce que en fait, depuis que j'ai eu mon fils, j'ai une très bonne mémoire à long terme. Je me souviens de beaucoup de choses, mais ma mémoire à court terme me joue des tours. Donc, je suis obligée d'écrire, sinon je zappe. Oui, je disais donc, il y a ce profil neuroatypique très cérébral qui du coup va aussi avoir tendance à chercher les réponses par le mental, alors même que c'est le mental qui génère la souffrance. Hein. Moi, je dis souvent que le trouble alimentaire, c'est une maladie du mental, c'est un mental qui a pris trop de place, c'est pas une maladie mentale au sens psychiatrique. Moi, je prends beaucoup, beaucoup de recul avec le DSM, c'est pas un outil que je trouve euh, réaliste, mais une maladie du mental au sens où c'est mon mental qui est aux commandes et je vais chercher avec ce même outil qui me maintient sous emprise des réponses. Et donc, ça peut donner des personnes qui se battent pendant des années et des années. Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi mon problème? Voilà, essayer de trouver des déclencheurs, des raisons qui se situent rarement au niveau du mental. Et donc, il y aurait je peux voir que quand on s'inscrit dans ce référentiel très mental, et je disais tout à l'heure très newtonien, pour reprendre les termes d'un coach business que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mehdi Ber, reprendre donc ce terme de, quand on est sur ce plan newtonien, la gravité, la difficulté, la linéarité aussi, puis les unités de temps horloge. Souvent, c'est des personnes qui sont très, très sensibles à la question du temps, à la pression du temps, qui adhèrent complètement à l'idée de début et de fin de temps horloge. Et donc, connecté à l'âme, ça permet aussi de prendre du recul avec ça. Donc, quand on est dans ce référentiel très mental, eh ben, on va voir le trouble alimentaire comme un obstacle qu'il faut résoudre. Voilà, j'ai une stratégie de comment doit être ma vie. Je dois atteindre tels objectifs de vie avant tel âge de préférence. Comme ça, je validerai que j'ai réussi ma vie. Et le trouble alimentaire vient vraiment m'emmerder dans ce processus. Et donc, trouve-moi une solution pour que je ne fasse plus de crise et tout ira bien. Et dans ce référentiel-là, bah souvent, on se bat, on essaye de mettre en place des techniques, des astuces pour désactiver le truc, et puis ça marche pas. Et donc, on se dit, c'est quoi mon problème? Pourquoi moi, j'y arrive pas, etc. Le fait de se connecter à un autre plan, qui est celui aussi que tu proposes, où
On n'est pas en fait juste cette personne qui naît et qui meurt et qui doit faire un max de choses et gagner un max d'argent. Et c'est tout à fait cool de gagner un max d'argent, mais gagner un max d'argent pour me prouver que j'ai réussi ma vie et laisser une trace et valider des cases. Euh, Si je suis pas juste en fait cette personne et que je me connecte à l'idée qu'il y a une incarnation, qu'il y a une présence derrière, en fait, le trouble alimentaire n'est plus un obstacle sur le chemin, c'est au contraire une voie d'accès, voire un accélérateur dans ce processus que j'ai décidé de vivre. Ça peut être vachement difficile d'entendre ça quand on souffre du trouble alimentaire au quotidien, parce qu'on va me dire, mais attends, moi je fais des crises toute la journée, je sors pas de chez moi, je suis isolée, tu vas pas me dire que c'est une voie d'accès, c'est juste horrible. Et je comprends vraiment qu'on se dise ça. En réalité, quand on peut connecter à plus grand que ça, alors on peut vraiment utiliser cette même énergie de vie qui fait faire les crises, parce qu'en fait, les crises, c'est une énergie de vie, c'est une énergie de survie, Tout à fait. pour transcender, comme tu disais, tu parlais de transpercer, moi j'aime bien l'idée de transcender l'expérience et de l'utiliser pour revenir sur son chemin d'incarnation. Pour moi, il y a vraiment dans le trouble alimentaire comme un projecteur qui va dire, attention, tu t'as pas tous les éléments. Attention, tu fais fausse route. Tu crois des choses de toi, tu crois des choses du monde qui sont pas justes. Enfin, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est juste une partie. Mais je sais pas si je suis claire, hein. C'est très clair. Si, si, c'est très, très clair. Et je suis vraiment d'accord. Je suis d'accord sur la partie mentale aussi, au sens où moi, je le dis autrement, c'est-à-dire que j'explique, notamment dans la pratique de la médiumnité, tu vois, que le mental, c'est le traducteur de l'âme. Donc, le mental, c'est pas le décideur, c'est pas celui qui... il a le rôle de traduire l'énergie qu'il reçoit, de traduire la pensée qu'il reçoit. Il est pas générateur de pensée. On a cherché, hein, on n'a pas trouvé les pensées dans les cerveaux encore. Donc, il est le traducteur de l'âme, il est le traducteur de l'énergie, il est le traducteur de tes envies, de tes désirs, de qui tu es. Et effectivement, quand il se prend pour le chef, il traduit plus, il décide au regard de ce qu'il connaît. Or, il ne connaît pas grand-chose parce que il n'a pas encore vécu cette expérience, il est en train de la vivre. Comment peut-il connaître la solution à quelque chose qu'il est en train de vivre? Laissons l'inspiration venir et non pas le mental venir. Tu disais quelque chose de très vrai, de dire que c'était à transcender et que quelque part, ça va amener à des choses. Je vais parler de mon expérience personnelle et ce que je vais dire est peut-être extrêmement violent, mais en tant que thérapeute, j'ai moi aussi transcendé pas mal de choses, mais j'aurais pas été violée par 4 personnes à l'âge de 12 ans, je serais peut-être pas thérapeute ni médium. C'est-à-dire que tout le chemin qui a été fait a participé à, et toutes les expériences ultra violentes que j'ai vécues, les menaces de mort, les cassages de gueule, les machins, le truc et les bidules, les enfermements que moi j'ai eu aussi où je pouvais pas sortir de chez moi tellement j'étais agoraphobe, etc. J'en ai vécu des choses depuis l'âge de 12 ans. Tout ça ne m'aurait pas amené à développer ma médiumnité, à écouter le corps autrement, à écouter l'inspiration, les idées et à percevoir le monde différemment pour trouver le pourquoi je suis venue. Je suis venue juste pourquoi. C'était impossible pour moi de me dire je suis venue juste pour vivre ça. C'est pas possible, il y a autre chose. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Alors, effectivement, dans le moment où tu le vis, c'est pas fun. Ça, c'est clair. Mais même dans cette situation, tu as toujours des moments où tu peux prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre. La dernière expérience, c'est une intolérance au gluten qui n'est absolument pas que une intolérance au gluten, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir vraiment des troubles, il y a eu un choc émotionnel qui ont amené des troubles déjà. J'avais repéré le choc émotionnel, mais le corps était en train de réagir. C'est-à-dire que j'avais l'intérieur des mains, j'avais un psoriasis palmaire, j'avais l'intérieur des mains en sang constamment. C'était l'horreur, je ne pouvais plus rien toucher, je ne pouvais plus rien faire, c'était pénible. Plus que pénible même, je dirais. Et j'ai demandé, c'est pas mon mental qui a répondu à ma question. Mon mental, il m'a dit, oui, tu as eu un choc, tu as du stress, tu n'es pas à ta place, tu n'aimes pas, nanana, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que. Et un jour, j'ai fait un rêve. Et c'est le rêve qui m'a apporté des réponses. Le rêve qui m'a montré que j'avais le sang qui m'a monté sur le bras notamment jusqu'à la main, que j'avais le sang comme des serpents, noir, le sang empoisonné.
je me suis réveillée en me disant, je suis empoisonnée de l'intérieur. Et là, j'ai commencé à revoir toute mon alimentation. J'ai enlevé les FODMAP, j'ai enlevé le gluten, j'ai enlevé les produits laitiers, j'ai enlevé la viande rouge, j'ai tout enlevé. Je bouffais du riz. Et là, ça a commencé à aller beaucoup mieux. Ensuite, tu réintroduis, mais tu continues de te poser des questions. C'est pas juste alimentaire, parce qu'en fait, ok, du coup, ça vient de l'intestin. L'intestin, c'est quoi dans la symbolique? C'est le 1 qui teste le 1. Je suis en train de me tester moi-même sur ma survie. L'âme teste le corps. Le corps, en fait, l'âme teste pas du tout le corps. Le corps teste l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ma chérie, tu as perdu la foi. Tu as perdu la croyance que tu es une unité. Et ouais. Et donc, tout ça est un engrenage et un enchaînement. Et quand tu reviens finalement à la base, eh bien, tu te retrouves en 15 jours avec quasiment plus rien. Il me reste un petit truc parce que j'ai mangé du gluten et que c'est pas encore fini. Mais par rapport à ce que j'avais, waouh, waouh, waouh. Et je suis encore en travail. Mais on sera tout le temps en travail sur quelque chose. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Et c'est ce qui nous met le piment dans la vie aussi. Et c'est ce qui nous maintient en connexion avec nous-mêmes. Et c'est ce qui nous maintient aussi en lien avec les autres. Moi, je crois. C'est vraiment intéressant que tu parles de foi. Je l'avais écrit justement. Anita, quand elle est venue, Anita Rossier, on a fait un live avant-hier. Elle a beaucoup parlé de foi aussi. C'est un live qui est sur Facebook et YouTube. Et en fait, je crois aussi que c'est une notion qui est centrale. Donc nous, on a parlé de la foi sous l'angle spiritualité, même biblique. Mais en fait, tu parles toi de foi en l'unité. Et moi, ce que j'aime bien faire dans le trouble alimentaire, c'est vraiment regarder l'écosystème, regarder la symbolique, regarder tout ce qu'il a à dire. Il y a plein de choses que je ne sais pas encore, ça c'est clair. Mais c'est pour ça que je trouve ça passionnant. C'est pas juste aider les gens à manger autrement, ça m'intéresse assez peu. C'est vraiment qu'est-ce que ça vient de dire. Et je peux vraiment toucher du doigt que une des fonctions du trouble alimentaire, et notamment la boulimie et l'hyperphagie, donc le fait de faire des crises, des compulsions en compensant ou pas, ça appelle vraiment sur un chemin d'humilité, de lâcher les représentations que je me fais de moi, du monde et des autres, de lâcher le jugement, de reconnecter à l'unité aussi, de reconnecter à l'humanité qui est en moi, à l'humanité qu'il y a dans les autres, parce qu'il peut y avoir une espèce d'intransigeance, d'intolérance très forte à son humanité et à celle des autres. Et il y a comme une espèce de chemin de foi, de chemin de pénitence, mais pas de punition, mais vraiment d'appel à la foi dans le sens, je fais confiance à une sagesse qui est plus grande que moi et qui en même temps fait directement partie de moi. Et j'accepte que je comprends pas tout avec mon mental. Et j'accepte qu'il y a des choses qui se font indépendamment de mon ingérence et de ma volonté. Et par exemple, le corps, comme tu en parlais, le corps est infiniment plus sage que le mental, infiniment plus sage. Et il va jamais chercher à punir qui que ce soit, il va jamais chercher à nous faire du mal, il est là pour nous maintenir en vie. Et donc, il y a vraiment, pour moi, dans le trouble alimentaire, un symptôme de je crois que mon mental est plus fort que le reste. Je me mets dans un bras de fer, j'essaye de contrôler. J'ai complètement perdu la foi, j'ai perdu de vue qu'il y a une sagesse qui me transcende. Et je ne suis plus capable, en fait, d'écouter vraiment ce qui se passe à l'intérieur et de l'accueillir et de le valider. Et je vais donner un exemple concret parce que sinon, c'est un peu planant, mais par exemple, sur l'alimentation, ça va être la restriction cognitive. Et la restriction cognitive, pour moi, c'est pas que alimentaire. Et je propose souvent à mes clientes, aux personnes qui me suivent, et n'hésitez pas à faire l'exercice parce que c'est intéressant. Je propose toujours d'identifier tous les domaines de la vie dans lesquels on est en restriction. Parce qu'en fait, quand on se restreint alimentairement, on se restreint sur tout. C'est pas que la bouffe. Et donc, ça va donner, par exemple, je suis fatiguée, je sens la fatigue, la sensation fatigue dans mon corps, mais avec mon mental, je vais dire non, ce n'est pas l'heure de dormir. Ou non, tu devrais travailler puisqu'il est 14 heures. Ou non, tu vas faire que 10 minutes de sieste parce que dans tel magazine santé, je sais pas quoi, tu as lu ça. C'est vraiment systématiquement opposer une décision personnelle créée par le mental à quelque chose qui est là. Ça va être, je sais pas, je dis des trucs.
Moi, j'avais fait une vidéo toute simple où je disais, bah voilà, là, je me rends à pied quelque part. J'ai une formation qui se trouve à 30 minutes à pied. J'adore faire ce chemin à pied. Et puis, il y a un jour, j'y vais. Il fait super beau, il fait super doux. J'ai pas envie de marcher. J'ai pas envie. Et mon mental me dit, bah oui, mais il fait beau. Tu vas rester assise toute la journée. Ce serait vraiment bien que tu marches. Et vraiment, dans mon corps, il y a quelque chose qui me dit, mais c'est pas juste. Et en fait, avant, mais je me serais forcée à marcher en me disant, c'est ce qu'il te faut, c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui est sain, je me serais donné tous les arguments pour, et maintenant, eh ben, je prends un bus, puis c'est tout. C'est des exemples très très basiques de la vie quotidienne, mais où en fait, quand à chaque fois que de l'intérieur on a des élans ou des envies et qu'on oppose un non, ça doit être autrement, non, c'est pas l'heure, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas telle quantité, ça crée à chaque fois un mini effondrement dedans. C'est ça en fait, pour moi, être coupé de soi, c'est j'écoute plus rien, à la place, je plaque des attentes et des stratégies que j'ai élaborées et surtout que j'ai prises à l'extérieur et qui reposent sur des statistiques, des croyances, des injonctions. Voilà, je suis plus du tout, je n'honore plus du tout ce qui se passe en moi en fait, comme si ça valait rien. C'est toute la difficulté d'être spirituel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vraiment on se reconnecte à soi, on s'écoute, parce que la connexion à soi, euh, nous sommes effectivement, la sagesse est à l'intérieur du corps, puisque nous sommes à l'intérieur du corps. Je suis la connaissance pour moi-même. Je suis la meilleure personne qui sait ce qui est bon au bon moment. Et d'où l'importance de cette foi. Et la problématique, c'est comment est-ce que je vis dans ce monde-là lorsque je sens le décalage entre mon besoin, ma vérité intérieure et l'extérieur qui est en opposition ou en contradiction avec ce que je suis en train de ressentir. Et c'est toute la difficulté, effectivement. Mais je crois que le travail que tu fais faire est vraiment super important et super intéressant parce que s'il n'y a pas une écoute minimum, il n'y a pas de sortie possible en fait. On ne peut pas sortir d'une prison en se cognant contre les barreaux. Il y a un moment, il faut. Voilà, et on ne trouve pas. Je dis souvent, moi, à mes clients, quand tu as le nez sur le mur, tu vois que le mur, tu ne peux pas voir qu'à 10 centimètres, il y a la porte pour passer le Oui, mur. Mais tout à juste fait. parce que tu es en train de regarder le mur. Oui. Et on oublie que on cherche des réponses à l'extérieur alors que toutes les réponses sont à l'intérieur. Parce que Mhm. tout se passe dans ce qui je suis. Mhm. Ça, c'est vital ce que tu dis. Et donc, je fais un lien avec un peu aussi quelque chose qu'avait dit Anita, que je partage. Souvent, il y a une difficulté à entendre ça. Les réponses sont à l'intérieur et alors, les personnes souvent avec qui je travaille vont dire oui, mais moi, j'ai rien, j'ai du vide. Et pour moi, le rôle du thérapeute ou de l'accompagnant, c'est vraiment non pas de donner des réponses, non pas de donner des techniques, surtout pas. C'est vraiment de montrer, de faciliter la reconnexion avec, de faciliter la connexion en fait avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas de trouver à la place d'eux, c'est de d'aider la personne à trouver ses modalités pour se connecter aux réponses qu'elle a à l'intérieur. Tout à fait. Tout Enfin, à fait. ouais. Ça, c'est ce que j'enseigne au maximum, de rendre les gens autonomes dans l'écoute de leur propre fonctionnement médiumnique, entre guillemets. Mais c'est, le fonctionnement médiumnique, c'est pas un truc de fou, hein, c'est pas un pouvoir de super-héros, hein. On est tous médiums. Et on est tous constitués de la même façon, on est tous reliés à son âme, donc on a tous cette capacité à percevoir la vérité et la vibration à l'intérieur de soi. Et effectivement, on peut l'utiliser pour de la médiumnité, mais on peut juste l'utiliser pour se sentir aligné avec soi-même. Mais ça passe effectivement par de l'écoute. Et cette écoute, lorsque l'on est complètement aux prises avec une mentalisation ou avec une émotion, à ce moment-là, on n'arrive plus à écouter ce qui vibre dedans. Et finalement, se reconnecter à soi, c'est laisser s'agiter le mental, laisser s'énerver l'émotionnel, peu importe, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, même si c'est rare que ce soit les deux en même temps, et plonger au cœur de soi, parce qu'il y a toujours, quoi qu'il se passe, à l'intérieur de soi, un endroit où c'est calme, un espace où c'est serein, et où on peut accueillir une réponse autre que le tu dois faire comme ça, tu dois arrêter ça, ou oh là là, mon Dieu, je vais mourir si je continue, qui est Mm, mental, émotion, quoi. mm, mm.
On a des petites techniques comme ça en neurosciences qui permettent de ramener du calme très rapidement quand on se met en FO, qu'on met une main devant, une main sur l'occiput, une main sur le préfrontal. Euh, Comme les deux marchent pas, les deux cerveaux marchent pas ensemble, d'un seul coup, c'est comme si ça déconnectait suffisamment longtemps pour se dire je respire et je rentre là à l'intérieur. Et là, je vais pouvoir écouter autre chose que ce qui est en train de se mettre en place. Qui est très qu'il ne faut pas voir comme étant un empêchement de vivre, loin de là. C'est de la survie, c'est de l'amour. Le mental, il s'énerve par amour. L'émotionnel se met en place aussi par amour pour permettre au corps de survivre. Vite, 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 une solution. Sauf que le vite, 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 une solution, ça ne fonctionne pas. Ok, j'ai compris, tu as peur. Allons chercher à l'intérieur ce qui va vibrer vraiment et qui va mettre tout le monde d'accord. Parce que quand ça vibre vraiment, le corps, l'énergie, le mental et l'émotionnel, tout le monde se met d'accord et toute l'équipe y va en même temps. J'aime beaucoup cette image. Bon, bah super. En fait, j'ai pas vu le temps passer du tout. Et je voulais te proposer, à moins que tu aies envie d'apporter d'autres choses, de parler un petit peu de ce qu'on va faire le 22, donc à l'atelier je sais plus si c'est un mardi ou un jeudi, mais le 22 décembre au soir, ce sera le dernier atelier de l'année. Donc, il y aura, je rappelle, pour thème, si on est bien d'accord, réussir son chemin d'incarnation, quelque chose comme ça. Voilà. Comment est-ce qu'on va passer ces 2 heures ou 1 heure et demie ensemble, sans, voilà. Peut-être qu'il y a des inconnus encore, mais. Ouais. Ces 2 heures, on va les passer déjà dans la douceur parce que c'est important. Et puis surtout, ramener de la connaissance par rapport à l'âme, par rapport à ce qu'est le chemin de l'âme, par rapport à ce qu'est l'incarnation et la mission d'âme et la mission de vie. C'est ramener cette connaissance-là et incarner cette connaissance à travers des petits. Moi, j'aime bien faire ressentir aux gens ce qui se passe et donner des petits exercices et permettre à chacun, à la fin de l'atelier, d'être autonome et d'avoir des clés qui leur permettent quand ils sentent qu'ils sont déconnectés à leur âme, à leur chemin d'âme, à leur mission, de se remettre dedans par des petites pensées faciles et des petits exercices faciles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir la compréhension, de bien comprendre et que chacun puisse se retrouver dans son propre chemin, de ressentir sa propre incarnation, de se relier à son âme et d'avoir les éléments pour pouvoir poursuivre ce chemin-là ensuite en autonomie. Super. Donc, ce sera un atelier assez pratique, du coup. Donc, comme je disais au début du live, soit vous êtes dans l'expérience sécurité intérieure ou dans le programme Boule de Vie, auquel cas vous y avez accès. Vous pouvez aussi accéder juste à l'atelier. À partir de demain, je mettrai le lien dans ma bio, parce que pour l'instant, c'est encore pour l'atelier de ce soir. Et si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez accéder au replay comme ça, parce qu'ensuite je ne revends rien, je ne revendrai pas le replay ou l'enregistrement par la suite, ce sera que pour les inscrits. Donc ça, c'est je crois, le jeudi 22 décembre à partir de 20h en ligne. Et puis juste, j'ai vu aussi, rien à voir, mais que tu faisais un atelier, toi, autant en parler un petit peu, sur nettoyer son intérieur, on fait quelque chose autour de l'énergie de l'intérieur. Je sais pas comment c'est, mais si tu as envie d'en dire 2 mots. Alors, cet atelier, il a lieu demain soir. C'est demain soir, donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 20h demain sur mon site internet. Et effectivement, c'est un atelier. On vit en ce moment des énergies qui sont très contradictoires et qui sont très bousculantes. Et si on n'a pas les bases énergétiques, on peut très vite se retrouver pas forcément bien dans son environnement ou dans son corps. Et donc, comme on se lave tous les jours, on se nettoie énergétiquement tous les jours, comme on fait le grand ménage toutes les semaines dans sa maison, eh bien, on fait le grand ménage énergétique dans sa maison. Et donc, c'est vraiment un atelier pratique où je vais donner des clés pour que chacun sensible, pas sensible, médium, pas médium, voilà, puisse avoir des outils pour énergétiquement nettoyer au mieux son environnement de vie et se sentir pleinement dans son petit cocon. Voilà. Donc c'est un atelier pratique. Bah, ça donne vachement envie. C'est que 35 € en plus, si je dis pas de bêtises. 35 €. C'est vraiment, ça donne vraiment envie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu auras envie de dire? Écoute, on a bien balayé quand même choses.
j'ai envie de dire, il y a se reconnecter à soi, c'est facile. On le fait régulièrement. Ne serait-ce que quand on va dormir, on se reconnecte à soi, obligatoirement. Mm. Donc, se reconnecter à soi, c'est facile. Là où on a le plus souvent besoin de compréhension, d'aide d'un peu de pratique, c'est dans la certitude que quoi qu'il arrive, on est bien à la bonne place. Ouais. Mm. Pour ça, on est Ça, des ça me parle beaucoup, beaucoup. Mm. Ok. Merci beaucoup. Bah, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de questions, hein. Après, je sais pas si ça se prête aux questions. De toute façon, vous pourrez les poser le 22. Merci pour ce moment, vraiment. Et puis, avec je grand suis plaisir. très contente que tu viennes le 22. Vraiment. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée Bérangère et bonne fin de semaine du coup. Merci. À Au très revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt. Alors, comment on fait? À chaque fois, voilà.